et écoutez ce qui va suivre, puisque dans ces jeux de questions avec le public, bien évidemment, il y a des séquences qui nous parviennent. Il y a une séquence d'une jeune fille qui habite dans un petit village très reculé en Oural, et voici ce qu'elle entend poser comme question à Vladimir Poutine. Écoutons cette jeune femme. Vladimir Poutine, cette fois, écoutez-nous. Je suis une habitante de Pervouralsk. Depuis juillet dernier, les gens ne peuvent plus boire de l'eau normale, cuisiner ou laver leurs vêtements. Il y a du Coca-Cola qui coule de nos robinets. Depuis le 1er décembre, la ville est privée d'eau. Nos grands-mères font la queue toute la nuit pour en avoir. Nos camions-citernes n'arrivent jamais parce qu'il n'y en a qu'un pour la ville entière, pour plus de 150 personnes. Tout le monde dans la région a connaissance de ce problème. Ils ont même ouvert un dossier pour nous calmer. Mais il n'y a pas eu de réaction. Soit l'eau qui coule de nos robinets est noire, soit il n'y en a pas. Rien n'a changé. C'est pourquoi, Vladimir Poutine, vous êtes notre seul soutien, notre défense. Vous êtes notre président. Nous avons voté pour vous pendant 20 ans. Nous espérons très très fortement que vous nous entendrez et que vous nous aiderez. Vladimir Poutine, s'il vous plaît, écoutez-nous. Parce que si vous ne le faites pas, nous ne voterons pas pour vous. Aurélien Duchesne, c'est le genre de questions qu'on pourrait avoir. C'est ce que nous disait Sergueï Parkhomenko, vu que le Kremlin ne souhaite pas parler de mobilisation à venir, de la guerre en cours, enfin de l'opération militaire spéciale. Ce serait ce genre de questions qu'on pourrait avoir, le jeu des questions-réponses. Ces petites doléances auxquelles, bien évidemment, après on va mettre en scène par derrière la réparation qui aura été proposée à cette jeune femme. Et absolument, il est très probable à la fois que ce sera des questions-réponses avec le public, et d'autre part que ce soit des thèmes de campagne. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé quelque chose après la dernière présidentielle en 2018. C'est de cette présidentielle, Poutine l'avait joué quelque part sur un nuage. Son plus gros événement de campagne, symboliquement, avait été en Crimée pour dire « Mon bilan, c'est que j'ai réuni les terres russes ». Mais juste après la campagne, comme par hasard, il passe les retraites de 60 à 65 ans en 2 semaines. Il n'y a pas eu de 49.3, là c'était en 2 semaines, 5 ans pour tout le monde. Il a augmenté la TVA de 2 points, et pour la première fois, on avait vu que non seulement, y compris le centre Levada, donc vraiment le seul institut de sondage que vous citiez, le seul à peu près fiable, montrait une érosion de cette cote de popularité. Celle-ci est remontée notamment à la faveur de l'effet flag effect avec l'invasion de l'Ukraine. Mais il y avait quand même un ras-le-bol, et notamment chez son cœur électoral, les retraités, qui disaient oui, ok, c'est bien la grande puissance, la Russie qui reprend ses droits, mais nos pensions n'augmentent pas, alors tout augmente. Poutine, évidemment, anticipe cela, car même s'il n'y a pas évidemment de doute sur sa réélection, il n'empêche qu'il devra quand même prêter attention au fait qu'à l'heure où, par exemple, symboliquement, il coupe, je prends un exemple, dans les budgets dédiés à la médication contre le cancer pour mettre l'effort de défense à 6% du PIB, Nous, par comparaison, c'est moins de 2%. On aurait du mal à aller au-delà si on en croit le débat public actuel. Poutine est obligé d'anticiper un peu quelles sont les remontrances des Russes. Et la deuxième chose, c'est que si on se file encore non seulement à ces fameuses enquêtes d'opinion, mais aussi à ce que disent beaucoup d'experts de la Russie, c'est qu'il n'y a pas une érosion, de la confiance en Poutine pour régler ses problèmes, mais il y a une érosion en la croyance de la capacité du système à les régler. Ce que montre cette vidéo que vous montriez, ça rappelle un peu... On a de plus en plus, ce qui montre bien qu'il y a une volonté peut-être du Kremlin aussi de s'afficher en sauveur quand cette émission va apparaître, bien évidemment. Tout ça rappelle alors déjà ce que lui avait fait dans les années 2000 pour varier de son discours sur « je vais reprendre la Crimée », employer toute la phrase « je vais buter les terroristes jusque vous savez où ». Il avait quand même un peu communiqué sur le mode « moi Poutine, les dodanes c'est moi, il y aura plus de déserts médicaux, etc. » Là où j'en finis sur ça, c'est que dans cette vidéo que vous montrez, il y a l'idée que c'est quelque part Poutine qui réglera les problèmes. Moi ça me rappelle ce que dit le grand biographe de Staline, Simon Sebag Montefiore. Il dit c'est le mythe du bon sage entouré par les mauvais bonzes. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne pensait pas que c'était Staline qui mettait les gens au goulag, on pensait que Staline était proche du peuple et que c'était des commissaires zélés qui faisaient le sale boulot. Eh bien, une majorité de Russes pensent que Poutine est à l'écoute des honnêtes gens et que c'est plutôt les oligarques au niveau local comme au niveau national ou les fonctionnaires qui s'en mettent plein les poches et qui ne font pas le travail. Guillaume Lagan. Oui, et je vous donne la parole après Aglaé. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Aurélien Duchesne, mais je pense que même si c'est difficile à penser pour nous, il ne faut pas quand même se voiler la face. Globalement, Vladimir Poutine est réellement populaire. Vous avez quand même 3 facteurs qui se conjuguent. D'abord, les sanctions contre la Russie n'ont pas eu l'effet qu'on pensait. Elles ont affaibli sur le long terme, plus compliqué pour l'industrie militaire russe de se développer, etc. Sauf que quand même, elles n'ont pas vraiment touché la vie quotidienne des Russes. À part la question de l'inflation, la situation économique en Russie n'est pas mauvaise. Il y avait une très bonne tribune d'un historien russe dans Le Monde qui en parlait justement sous couvert d'ironie. Nous n'avons jamais eu une aussi bonne vie. Voilà, ça. absolument. Bon, intéressant. Deuxième élément, sur un plan
si vous voulez, politique, purement militaire, c'est plutôt, là aussi, un bon moment pour Poutine. D'ailleurs, l'année dernière, il n'avait pas fait cette conférence de réponse. Là, malgré tout, les choses ne vont pas trop dans le mauvais sens. Et en plus, elle conforte le public russe dans le narratif qu'on lui a servi depuis le début de la guerre et même avant, c'est-à-dire l'Occident collectif, le Sud global. Enfin, les bonnes nouvelles s'accumulent et donc je pense que c'est aussi une raison de la popularité. Puis le dernier élément, c'est que finalement, les gens qu'on voit parler, là, et les personnes âgées, etc., comme vous l'avez dit, c'est le cœur électoral de Poutine. C'est pas d'ailleurs eux qui vont être mobilisés. Les mobilisés, c'est quand même plutôt des jeunes, des conscrits qui doivent décupler leur salaire en allant dans l'armée. Mais c'est pas nécessairement eux qui vont souffrir directement. Et tant qu'il n'y aura pas une mobilisation générale, même pour relier aux pertes qu'on a évoquées tout à l'heure, dans l'option la plus conservatrice, 50 000 morts, c'est énorme. C'est 4 fois, 5 fois le résultat de la guerre en Afghanistan dans les années 80. Ouais. Sauf que la guerre en Afghanistan dans les années 80, vous aviez énormément de conscrits qui étaient sur le... Alors là, je parle contre le colonel Goya, mais sur les 400 000 Russes en Ukraine aujourd'hui, vous n'avez pas une majorité de conscrits. Donc il n'y a pas cet effet, si vous voulez, tout le monde n'est pas concerné en fait par ce sujet. Ça reste encore un peu minoritaire. Oui, c'est des volontaires. Ces gens sont sauf les réservistes qui ont été engagés de force. Et c'est pas, effectivement, la perception n'est pas du tout la même. Voilà. On voit pas les choses de la même façon s'il s'agit de volontaires. Ça passe mieux. On va dire voilà, finalement ils sont portés volontaires. Oui, c'est un acte de choix, quoi. C'est un choix. Mais bon, maintenant, oui, ça fait beaucoup recruter 20 à 40 000 volontaires. C'est comme si en France, en proportion, on recrutait 7 à 8 000 soldats chaque mois. Oui. On en recrute 20 000 par an. 20 000 par an et on serait à 7 000 par mois. Je voulais vous montrer une image où Poutine aurait annoncé sa candidature. C'était ce matin, c'était au Kremlin. Aglaïa Chechova, vous connaissez certainement ce type d'image, c'est la cérémonie des héros. Pourquoi le faire là particulièrement ? Ça prend plus de sens de l'annoncer à la cérémonie des héros qu'à cette conférence de presse, on le disait ? Oui, c'est le héros principal d'une cérémonie des héros, si on peut le dire. Je voulais aussi souligner que cette ligne directe, ça sera le couple de deux formats qui avant avaient lieu séparément, c'est-à-dire la grande conférence de presse et la ligne directe. Et la ligne directe, avec la population, c'est les questions-réponses avec la population. Voilà, c'est l'avènement du roi thaumaturge qui va guérir les maux de son pays depuis 20 ans au pouvoir, plus même, et les maux de pays sont les mêmes. Il n'y a pas de moyens pour les médicaments, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de canalisation. Je doute fort qu'il y aura une seule question des femmes qui demandent au moins la rotation de troupes pour avoir leur mari à la maison. Et on dit que Staline avait une phrase par rapport aux procédures électorales qui se passent en Russie. C'est pas important comment on vote, c'est important comment on compte. Et pour cela, toute la législation est mise en marche. Le système de vote électronique, surtout à Moscou, est frauduleux. On le sait, on le voit. Il sera étendu dans les régions. On le sait aussi. Parfois, certains votent deux fois. C'était une excellente enquête de Ksenia Bolchakova, justement, qui s'était penchée sur ces procédures de vote où certains ont le droit d'aller dans deux bureaux de vote à la fois. Colonel Goya, elle est importante, cette image-là, aujourd'hui, d'un Poutine qui... C'est un peu un pied de nez à l'Occident, c'est-à-dire, moi, je vais faire des élections présidentielles. En Ukraine, il n'y en aura pas. Moi, je m'affiche là en ce moment beaucoup, là où Zelensky s'affiche un peu moins. Et quand il s'affiche, il n'est pas en position, justement, d'incarner l'Ukraine forte des débuts. Oui, alors effectivement, c'est plutôt une bonne période pour Vladimir Poutine, incontestablement. Donc, il en profite. Alors, autant sur le front, même si ça progresse un peu du côté d'Avdiïvka, mais c'est vrai, les choses restent gelées, restent très largement bloquées. En revanche, voilà, du point de vue diplomatique, et le contraste, effectivement, avec la situation l'année précédente, au même moment où la Russie venait de subir 2 défaites sur le terrain considérables, où vous avez été obligé de mobiliser une partie des réservistes. On n'est plus du tout dans la même situation. La situation était critique l'an dernier pour la Russie, et pour le coup, Vladimir Poutine avait fait un peu profil bas. Là, maintenant, on est dans une situation où au moins les choses sont gelées, les choses sont bloquées, et puis là, c'est un peu... il est en majesté, d'autant plus que, bien sûr, il y a l'élection présidentielle qui se dessine.
Donc il en profite. Maintenant, on le voit beaucoup, et on le voit même effectivement beaucoup à l'étranger, ce qui est un peu la nouveauté. Donc il en profite de ce moment pour marquer des points dans l'opinion russe, dans l'opinion mondiale, autrement que sur la ligne de front où, pour l'instant, encore une fois, ça bouge pas beaucoup. Je pensais en écoutant le collègue Goya, je pense que sur 2024 aussi, il se dit qu'il va y avoir de bonnes choses pour lui. Oui. Parce qu'en mars, il va être réélu. Alors effectivement, comme vous disiez, Il peut lancer la mobilisation après. Ils décideront du pourcentage, mais Oui. il sera nécessairement bon. C'était les blogueurs militaires russes Voilà. qui disaient il a tablé sur un peu plus de 76%, il voudrait être au-dessus du score de 2018. Voilà. Donc bon, mars, première bonne nouvelle. Ensuite, en juin, on va avoir les élections européennes. On peut s'imaginer que l'extrême droite européenne va faire de gros scores. Donc là aussi, ça va secouer le Parlement européen et l'Union européenne qui est en soutien de l'Ukraine. Et puis, il va terminer l'année avec novembre, l'élection américaine, où il espère que Donald Trump reviendra à la Maison-Blanche. Donc, je pense d'une certaine manière, quand il regarde un peu stratégiquement sur l'année qui vient, il se dit il y a plutôt des bonnes choses qui m'attendent. Alors, c'est peut-être le moment où on prend les mauvaises décisions, quand on est trop confiant. Mais incontestablement, c'est un peu la première étape d'une année qui pourrait être, à ses yeux, satisfaisante.